Merci. Je suis ravi de faire partie de cette célébration. Je tiens à féliciter les organisateurs pour leur perspicacité dont ils ont fait preuve dans le choix du sujet d'aujourd'hui. Le rôle de la Cour suprême dans une démocratie constitutionnelle. En juillet dernier, lorsque le sujet a été choisi, qui aurait pu penser que ce qui aurait pu être un sujet ésotérique serait un appel d'actualité? Vous n'auriez pas pu choisir de meilleurs intervenants. Stephen Toop a écrit un livre intitulé « Une règle de droit pour notre nouvelle ère d'anxiété », publié l'année dernière et faisant référence à la 45e présidence des États-Unis. Après aujourd'hui, ce livre sera un best-seller. C'est un livre qui est disponible sur Indigo, chez Indigo. Le prochain conférencier, l'honorable Albie Sachs, son livre, intitulé The Strange Alchemy of Life and Law, a été publié en 2012. Mais chaque pensée et chaque idée résonne aujourd'hui comme si elle venait d'être écrite. On peut également le trouver sur Oxford University Press. Vous trouverez dans les documents biographiques un lien vers son dernier projet. Vous pouvez cliquer sur un lien qui va vous amener à un outil formidable, à savoir les principes qui ont guidé sa vie. Il s'agit de The Albie Collection, un conspectus of Life, Love, Law and Daughter of Albie Sachs. Sur ce, leurs paroles seront leur meilleure introduction et nous allons donc on va s'y mettre. Stephen commencera par présenter sa pensée, suivi par Albie, puis je poserai quelques questions à chacun d'entre eux. Ils ne savent pas quelles questions je vais leur poser. Ensuite, il y aura un échange entre nos deux participants, suivi d'une période de questions et de réponses. On va consacrer 10 minutes. Chacun disposera de 5 minutes pour vous donner un résumé et pour répondre aux questions. On va commencer avec Stephen. Gina, premièrement, je voudrais vous remercier, Monsieur le juge en chef, les membres de la Cour suprême du Canada pour l'honneur d'être ici ce matin. C'est incroyable. And a little bit, J'ai un peu le trac, je dois vous le dire. Comme vous l'avez suggéré, lorsque Albie et moi-même, on nous a demandé de participer à cette table ronde, on n'aurait pas pu penser que ce sujet serait si opportun. Il faut absolument défendre le pouvoir judiciaire. C'est une question urgente. Depuis des années, le pouvoir judiciaire a été pris pour cible, muselé dans différents pays, Chine, Turquie, Pologne, Turquie et même au Royaume-Uni. Lorsque j'y étais, il y a un journal qui a dit que la Cour suprême, c'est un ennemi du peuple. Après un arrêt à la suite de Brexit. Et malheureusement, le gouvernement n'est pas venu à la défense de la Cour suprême. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau et il s'agit d'un phénomène à l'échelle mondiale. Mais nous faisons face à une menace particulière aujourd'hui. Dans la démocratie constitutionnelle la plus ancienne, un président force son juge en suprême d'émettre une déclaration pendant 20 ans. Une destitution n'est pas une bonne réponse à un désaccord au sujet d'une décision de la Cour suprême. Le processus d'appel existe à ses fins. Fin de citation. Le président a réagi en disant ceci. C'est une attaque frontale. Nous avons de très mauvais juges. Ce sont des juges qui ne devraient pas être là. À un moment donné, il faut voir ce qu'on examine lorsqu'on a un juge qui ne respecte pas les règles. Entre-temps,
les membres de la majorité de la Chambre des représentants ont émis des déclarations de destitution. Je pense qu'il y en a beaucoup de ces mesures de destitution, et le vice-président et le président Senghali, M. Trump, tweet à maintes répétitions en ciblant le pouvoir judiciaire et les juges de la Cour suprême. Dans une démocratie constitutionnelle, la Cour suprême joue un rôle très important, rendre des arrêts finaux, défendre des normes constitutionnelles, protéger la liberté des personnes et des groupes, particulièrement les minoritaires au sein de la société, assurer la division des pouvoirs, contribuer au dialogue juridique au sein du pays et assurer l'indépendance des juges et des institutions judiciaires. Aux États-Unis aujourd'hui, comme d'autres pays autoritaires, l'exécutif cherche à miner bon nombre de ses rôles, particulièrement la division des pouvoirs et le devoir de respecter des droits constitutionnels. Mais j'aimerais me concentrer sur le rôle qui pourrait sous-tendre tous ces rôles, renforcer l'état de droit. Le renvoi de l'île du Prince-Édouard est intéressant à cet égard. La Cour suprême du Canada a noté qu'un des objectifs sociaux qui est desservi par l'indépendance de la magistrature, c'est la primauté du droit, de maintenir la primauté du droit. Pourquoi est-ce que ça peut fonctionner? Parce que ceci est le fondement pour tous les autres droits. Je crois que la primauté du droit, ce n'est rien de plus qu'une des plus grandes innovations de l'ère récente. C'est l'historien marxiste anglais E.P. Thompson, qui n'était pas l'ami des élites, mais il croyait, et moi je crois aussi, que la primauté du droit est une création remarquable qui a été construite au fil des générations par le biais de pratiques d'avocats, de juges, d'acteurs politiques, la société civile, les journalistes et les citoyens. Et elle est maintenant menacée, comme on n'a jamais vu depuis la fin de la Deuxième Guerre dans le monde occidental et surtout le monde anglo-américain. Nous avons hérité deux attitudes qui sont en conflit direct envers la primauté du droit. L'une, c'est vraiment cet esprit de rejeter tout ça. La loi, c'est simplement un instrument du pouvoir qui doit être dépassé si c'est nécessaire pour réaliser des objectifs qui n'ont rien à faire avec la loi même. Je crois que cette attitude, c'est un artefact de la gauche et de la droite, en fait. Et l'autre attitude, c'est, à mon avis aussi malheureux, c'est le triomphalisme. La loi, c'est la caractéristique qui définit la société, qui l'emporte sur tous les autres facteurs qui contribuent à la cohésion sociale. Et je crois qu'une partie de la menace à la primauté du droit a été autogénérée. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, des générations d'avocats ont trop revendiqué notre droit pour créer la société. Alors, de façon ironique, ou peut-être c'était une question de causalité, l'examen le plus frappant était aux États-Unis de l'Amérique, où des avocats ont commencé à dominer beaucoup d'institutions politiques et les litiges sont devenus la forme dominante de règlement des différends. Le droit est devenu une forme prééminente de la création de disputes, pas seulement un bouclier contre les abus, mais une arme pour attaquer les prétendus ennemis. Mais je veux dire que la primauté du droit, c'est pas la même chose que le légalisme. Ce n'est pas conçu comme une domination triomphaliste. Et ce n'est pas un concept sans sens qui doit s'asservir au grand pouvoir.
c'est un contrepoids au nativisme populiste et l'autoritarianisme, mais la primauté du droit est articulée de façon modeste, pas en tant que projet impérial de la profession légale ou des juges, mais comme un élément clé, une contribution clé au processus social qui, ensemble, mène à une stabilité, une résilience sociale, tout en permettant le changement social nécessaire. Donc, de façon pratique, ça veut dire que la primauté du droit doit être perçue comme de nature principalement procédurale. Et je crois que ça, c'était le point de vue d'Haïtien. Ça comprend ce que Uta Bernet et moi avons appelé le critère de la légalité, qui ont permis aux normes sociales à être transférées, exigeant que la loi est prévoyante, généralement ne s'applique pas de façon rétroactive, et elle est créée de façon ouverte et pas secrète, et qu'elle est compréhensible par les gens qu'elle interpelle. Et donc, la loi doit être appliquée à toutes les personnes de la société de façon égale, par des institutions telles que les tribunaux et des systèmes administratifs qui sont sujets à des contraintes. La Cour suprême du Canada a émis la décision Loncarali et Duplessis il y a 60 ans. Ils ne sont pas servis des mots primauté du droit, mais la majorité a déterminé qu'un Premier ministre très puissant était coupable d'abus de ses fonctions. Alors, il y avait une discussion, une opinion dissidente du juge Rand qui a articulé une façon plus claire d'exprimer la primauté du droit. Mais la majorité s'est penchée sur l'élément clé. Et ça a été affirmé dans un renvoi de la session du Québec en 1998. Alors donc, il y a une loi pour tous, ou dans les mots de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, on dit qu'ils ne peuvent pas exercer d'autres pouvoirs et d'autres fonctions que celle qui est imposée par la primauté du droit. Et cette primauté du droit est contestée par des populistes partout. Orban en Hongrie, Messenevi en Ouganda, Netanyahou en Israël, Sisi en Égypte, Erdogan en Turquie et Modi en Inde, prétendent que le pouvoir exécutif doit être sans limite pour une plus grande efficacité ou pour les plus grands intérêts de l'État. Et cet argument étant utilisé de plus en plus par les gens qui facilitent ce que fait le président Trump, qui disent que des questions de sécurité nationale et autres permettent au président d'exercer des pouvoirs qui n'ont aucune limite. Pour un examen de ceci, il y a un livre de Jean Yu intitulé « Defender in Chief », la lutte de Donald Trump pour le pouvoir présidentiel. C'est un légiste très distingué. Mais les gens disent que les présidents sont exempts de poursuites dans leurs actions en tant que président, renforce une opinion que les présidents ne sont pas assujettis aux mêmes lois que les autres. Et aujourd'hui, le principe central du constitutionnalisme américain, ancré dans la primauté du droit, que les pouvoirs du gouvernement ne sont pas omnipotents, est menacé. Le ministère de la Justice américain dit que le pouvoir inhérent du président peut être exercé pour assujettir à renvoyer du pays tout membre d'un groupe désigné, donc des gens qui peuvent emprisonner, envoyer vers un pays où ils peuvent être assujettis à n'importe quoi. Donc, c'est maintenant un État où la primauté du droit n'a plus de primauté du droit. Et c'est ce qui avait été présenté par le théoriste
juridique Schmidt qui avait argumenté pour un pouvoir total pour que l'Allemagne puisse être ramenée à sa gloire. Alors j'ai lutté contre cette comparaison avec le nazisme parce que on en parle trop, mais je pense que maintenant le moment est venu. Je cite: celui qui sauve son pays n'enfreint à aucune loi. Si on rejette une compréhension triomphaliste du droit en tant qu'un commandement ou vraiment un serviteur du pouvoir économique, on doit avoir une articulation très claire de la primauté du droit. C'est crucial maintenant. Parce que la société peut seulement être fidèle à la loi s'ils peuvent voir que les autres haut placés doivent faire la même chose. Les lois vont être appliquées d'elles-mêmes quand les gens la perçoivent comme s'appliquant à tout le monde. Donc, la définition doit avoir une définition de comment ces lois sont légitimisées dans les sociétés. David Diamond dit que les systèmes juridiques sont créés par des qualités intrinsèques qui donnent aux lois leur autorité, sans lesquelles on ne peut avoir ni de loi ni autorité. Et c'est l'argument que je présentais plus tôt quant à l'importance des critères de légalité. Eh bien, tout ceci signifie qu'on doit renforcer la légitimisation et la primauté du droit est cruciale dans cette ère où le pluralisme est reconnu comme une réalité sociale à l'échelle mondiale, même si ce n'est pas toujours de façon positive. Dans ce contexte, la primauté du droit doit être décrite avec modestie. Elle ne représente pas une compréhension universelle d'une bonne vie, ou ça ne comprend pas tous les droits et les libertés des personnes qu'on doit argumenter par des processus distincts, et ça n'exige pas des formes particulières de prise de décision au niveau social. Mais ça aide à protéger les gens contre le chaos et l'anarchie, comme notre Cour suprême l'a dit dans le renvoi des droits du Manitoba. N'est pas du tout inimportant dans notre monde de plus en plus chaotique. Merci. À vous, Albi. Alors, je vais commencer avec deux plaintes, assez impoliment. La première chose, c'est que ça m'a pris plus d'1 an pour me guérir de mes systèmes de mes symptômes depuis que j'ai quitté la Cour suprême. Et maintenant que je suis là, tout me revient. Et la deuxième chose, c'est que vous m'avez désigné en tant qu'honorable. Et je vais expliquer pourquoi ça me déconcerte. La transition de cet espace magnifique, ce magnifique bâtiment où la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud est née ne pourrait pas être plus grande. Un plafond très bas, il y avait 2 bureaux, il n'y avait pas de mur, mais on ne pouvait pas retarder la justice constitutionnelle quand on n'avait pas d'édifice. Donc on a eu des logements temporaires. Tout le monde était au même niveau. Personne ne regardait les autres de haut. Alors Nelson Mandela parlait, il y avait 11 juges, plus un juge temporaire qui est allé, un juge est allé à La Haye, et donc Sidney Kinfried était le juge intérimaire, et Mandela commence son exposé. La dernière fois que j'étais en cours, devant le tribunal, c'est pour savoir si je serais condamné à mort. Aujourd'hui, je vais inaugurer la première cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, de laquelle notre démocratie dépend. Nous, les 12 juges, on était
emballé que Mandela lui-même avait exprimé dans sa première phrase l'importance de cette cour. J'avais travaillé dans la résistance avec lui, d'autres l'avaient connu dans d'autres contextes. C'était admirable que le président commençait par cette déclaration. Et comment est-ce qu'on a témoigné de notre reconnaissance à cette personne que tout le monde aimait, que nous aimions? 6 mois plus tard, on a rejeté 2 proclamations de Mandela, et c'était de bonnes proclamations. Mais on a eu nos élections générales pour le Parlement, mais on a besoin d'avoir des élections pour créer le premier gouvernement non racial local en Afrique du Sud. Et on n'a pas le temps, donc on vous demande d'émettre des proclamations pour créer les conditions, pour obtenir des fonds, pour avoir des votes secrets, pour organiser la situation. Et il a dit, oui, on le fera. Et donc il a fait ces proclamations pour avoir des gouvernements locaux, pour que tout le monde soit égal du côté du vote, donc vraiment pour d'avoir la loi qui était bonne. Et nous, on l'a rejetée. C'est l'opposition qui n'était pas d'accord avec certains aspects de la déclaration. Essentiellement, nous avons dit, avec une grande majorité, nous avons dit que le Parlement ne peut pas demander au président d'adopter des lois. Le Parlement doit adopter les lois lui seul. Le Parlement peut demander au président de mettre les points sur les i, mais l'autorité fondamentale relève du Parlement. Et la question est importante lorsque le hashtag a donné le pouvoir à Hitler. C'était la fin de la démocratie. C'est un principe fondamental. Et on s'est dit, comment Mandela va-t-il répondre? J'ai allumé la télé pour voir comment le Parlement allait réagir à ce jugement. Il a dit, j'ai donné suite à l'avis juridique et j'accepte cela. Et en tant que président, je dois être le premier président à accepter la décision de la Cour suprême du Canada et son interprétation de la Constitution. Ce jour-là était très important. Il était aussi important que le jour où 20 millions ont voté pour la toute première fois. On a reçu notre indépendance, pas par le biais d'une décolonisation, mais à l'époque, c'était seulement les Blancs qui avaient le pouvoir et qui pouvaient voter. On a élargi le vote à tous les citoyens. On n'érigeait pas un nouveau drapeau. 20 millions ont participé à cet exercice électoral pour créer un tout nouveau pays. Mais ça, c'était une démocratie politique. Là, on parlait tout d'un coup d'une démocratie constitutionnelle. Les deux se sont chevauchés. C'est une bonne déclaration. Notre démocratie dépendait de cet exercice électoral. Il y a également une autre pandémie qui a frappé le monde, la pandémie du VIH et du sida. Nos citoyens mouraient. C'était une calamité qui avait frappé notre pays. Ensuite, des médicaments ont été produits, des médicaments antiviraux. Notre président à l'époque, président Mbeki, il niait cette pandémie du sida et nos gens mouraient tout simplement. Différentes organisations se sont organisées sur le terrain. La société civile s'est éveillée et cette organisation, ce mouvement sociétal
a sauvé des milliers de vies. Différentes personnes se sont jointes à cette campagne, des CID1, des non-CID1, des femmes en grossesse, et ces personnes ont demandé l'accès à ces médicaments, des médicaments qui ont réduit qui a carrément éraillé cette maladie. Mais le président niait l'existence de cette maladie. Notre constitution inclut différents droits. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental. L'État va prendre des mesures législatives pour mettre en œuvre ces droits. Le tribunal était comble, la tension était intense. Il y avait des gens qui portaient des chemises disant VIH, SIDA. La décision a été donnée. On a dit qu'on ne veut pas chercher à en découdre. C'était un arrêt qui n'était pas très excitant, enthousiasmant, emballant, mais le contenu de cet arrêt était important. Il a dit qu'il était non raisonnable d'empêcher l'accès à ces médicaments. Il y avait un silence radio dans le tribunal et les gens se sont mis à pleurer. Moi-même, je me suis mis à pleurer. En tant que juge, on ne pensait pas qu'on pourrait décrocher cette victoire. Quelques années plus tard, je m'en vais pour monter dans un avion et il y a un grand Africain, un noir, qui me dit « Merci, merci beaucoup ». Et j'ai dit « C'était pas moi. Moi, ça fait 10 ans que je ne siège plus à la Cour suprême. » Il a dit « Merci. » Le tribunal a ordonné le président Zuma de payer ou de rembourser les dépenses qu'il avait engagées pour s'acheter une piscine. À l'époque, les choses n'allaient bien et c'est la Cour qui lui a contraint à rembourser les dépenses qu'il a engagées. La Constitution est là pour protéger les citoyens. Alors, il y a des enquêtes qui sont réalisées à la suite d'un rapport qui a été publié. L'ancien président Jacob Zuma a été invité à participer à l'enquête. Il n'y a pas participé. On lui a renvoyé l'invitation. Il décline l'invitation. On se saisit de la Cour suprême du Canada. On demande à la Cour constitutionnelle de soumettre une assignation à comparaître. Il participe, ensuite il part. Et c'est une crise qui frappe le pays. La Cour dit qu'il défie la décision de la Cour. Sisi Kempempi, le sous-ministre, le sous-juge de la Cour suprême, émet une peine de 15 mois. Il est envoyé derrière les barreaux. Ses supporters le défendent. Ça donne, les gens attaquent les supermarchés, les centres commerciaux. C'était une crise qui frappait notre pays. Mais il tient ferme parce que la Constitution l'appuie. Et la Constitution était d'une grande importance pour les Sud-Africains. Car la Constitution représentait tout ce qu'on défendait depuis des années. Et je voulais remercier le Canada qui a donné
son soutien à notre mouvement. Ils ont émis des sanctions et ils ont donné d'autres types de soutien à notre pays. On m'a demandé de ne pas louer la Cour suprême du Canada. On m'a demandé de ne pas trop féliciter la Cour suprême du Canada. Mais je tiens à dire que, pour moi, ce symptôme de sevrage n'était pas basé sur un sentiment émotionnel. Nous avons joué un rôle important. Vous avez joué un rôle capital. Bon nombre de personnes n'avaient jamais vu la couleur de la démocratie. Ça faisait partie intégrante. Lorsqu'on se bat, c'est jamais joli. Toute lutte de libération n'est pas toujours jolie, mais on voulait défendre des droits fondamentaux, on voulait faire les choses qui s'imposent, on voulait que le Parlement rende des comptes, on voulait donner un espace à la société civile, on voulait avoir une démocratie participative. C'est pour ça que je me sentais un petit peu mal à l'aise. J'ai dit, s'il vous plaît, ne me qualifiez pas d'honorable. C'est déshonorable. Il y avait tout un geste de décolonisation, cette démocratie en Afrique du Sud. On n'a pas utilisé le terme décolonisation, mais on voulait décoloniser la loi. Donc j'ai dit, s'il vous plaît, avocat, ne nous qualifiez pas de Lord, mais plutôt de juge de la Cour suprême. On a décidé de ne pas avoir une hiérarchie dans notre Cour suprême. On ne voulait pas qu'il y ait une hiérarchie dans la Cour suprême. Surtout lorsqu'on accueille de nouveaux juges. On a également décidé d'éliminer le terme honorable. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour se distinguer. Imposer ce titre, ce n'est pas un cadeau. C'est un rappel du passé. Je tiens à remercier les juges de la Cour suprême. Vous êtes allés à Cape Town pour m'inviter personnellement à ce colloque. On a eu de très belles discussions avec lui et sa femme. J'ai accepté tout de suite son invitation. Le Canada a été bon pour le Canada et bon à nos cours. Et le Canada a été bon. Albie. J'aimerais parler de votre livre. Dans cette première série de questions, j'ai identifié 3 parties de votre livre qui parlent du rôle d'un juge. Il est clair que vous avez traversé 2 systèmes de justice. Il y avait la période de l'apartheid et ensuite il y a une autre partie qui a suivi l'apartheid. Durant la période de l'apartheid, vous avez vu des juges. Voici comment vous les décrivez. Ils administraient des lois injustes d'une manière injuste. Apartheid cesse ou devient un juge, et là vous reflétez sur le rôle joué par les juges. Et aujourd'hui, nous pensons tous au rôle des juges. Est-ce que ces juges auraient pu faire les choses de façon différente? Peut-être les juges, dans la période d'apartheid, auraient pu faire quelque chose de différent. C'est une question que je vous pose. J'ai une deuxième question à vous poser, et j'adore cette phrase. Dans votre livre, vous dites, si en tant que juge, nous ne sommes pas là pour dire dans nos décisions quelque chose de profond
sur ce que notre pays représente lorsqu'il est mis à l'épreuve, alors nous ne remplissons pas notre vocation de juge. Et troisièmement, vous observez qu'une Cour constitutionnelle n'exprime pas le pouvoir, mais le restreint. Quels sont vos commentaires là-dessus? Oui, j'ai vraiment... je me plaignais, j'étais dans une rage contre la loi. Tout agent de police d'un certain rang qui pensait que j'avais des renseignements au sujet de la de subversion pouvait me mettre en isolement cellulaire. Alors, la primauté du droit était difficile en Afrique du Sud. Il y a 3 facteurs. Bon, prévisibilité, oui, on savait. Pouvoir comprendre, oui, on pouvait comprendre. Mais c'est aussi n'est pas rétroactif. Alors, ça fait qu'on était assez dédaigneux quant à la loi. Et je disais qu'on doit toujours être sceptique quant aux prétentions de la loi, mais jamais sceptique quant aux prétentions des possibilités, ou à la possibilité de loi plutôt. Et donc, quant à devenir juge, nous allons bientôt avoir nos premières élections et je me sens mal à l'aise. Je me sens assez facilement mal à l'aise. Et on me demande qu'est-ce qui se passe. L'ANC, dont je suis membre, va devenir arriver au pouvoir. Est-ce que je serai nommé ministre de la Justice? Nous sommes 4 au comité constitutionnel. Ça pourrait être Della Omar, Zola Scuria, et Kada Asmal ou Albisat. Mais je n'ai pas passé ma vie à me demander si le téléphone va sonner et vraiment me voler toutes mes passions, l'idéalisme et l'élément grandiose de cet effort. C'est un merveilleux projet. Et là, je me demande si le téléphone va sonner. Donc, je suis sortie du monde politique. J'ai indiqué très clairement que je n'étais pas disponible. Et je crois, dans les politiciens, on a besoin de ces politiciens, on a besoin de partis politiques. Mais ce n'était pas pour moi. Et j'ai trouvé que de travailler à la Cour, je pouvais continuer sur la même trajectoire. Et certains d'entre nous, on était des gens qui étaient en colère, on voulait... et il y en avait qui voulaient détruire et d'autres qui voulaient construire. Et je sentais que, en tant que juge, on pouvait construire. Et dans mon pays, il y a vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Et nous, on le ressent, nous, les juges. Notre peuple a de si grands besoins. Et si on ne ressent pas cela, on ne peut pas être des juges. Il faut ressentir les émotions et les attentes au cœur de tout cela. Quand je suis sortie de l'hôpital, après avoir que ma voiture était assujettie à une attaque à la bombe, et Oliver Tambo, le leader de l'ANC, il savait que la façon de me demander, c'est d'écrire une liste des droits de la personne. Et il a dit que j'étais assis à la table et il disait que si une déclaration des droits ou une charte des droits ne se déclare pas de votre fort intérieur, on ne réussit pas. Il ne faut pas aller chercher dans les livres. Donc j'ai écrit toutes sortes de choses et là je suis allée vérifier dans les livres. Alors c'est intuitif en fait. C'est pas tout à fait intuitif. On a travaillé dans le domaine depuis des années. On a entendu tous les arguments. Ce n'est pas une intuition aveugle, c'est une intuition qui s'est développée au cours de débats avec les collègues, de difficultés, de luttes. Et c'est ce sentiment de lien, de connexion. Et même l'édifice dans lequel on se trouvait, là, on voulait décoloniser
ce bâtiment. Et on disait, vous savez, la Cour suprême du Canada, c'est une magnifique bâtiment, mais nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Ça représente une ère où on pensait que c'était nécessaire de témoigner de la grandeur, de la solidité de la loi. Oui, c'est là, et c'est très beau à cause des idées qui sont dans la Constitution, sont belles. Mais la vie pour notre peuple est difficile. Les gens sont intimidés par les lois. Les bâtiments, s'ils entrent dans un bâtiment comme celui-ci, sont tout petits et ils veulent savoir est-ce que quelqu'un va m'amener quelque part. Et donc on a créé un concours pour le nouveau bâtiment et on a choisi le site de l'ancienne prison de Old Fort intentionnellement. Nous, on se vante qu'on a la seule prison au monde où Mandela a été enfermé. Et on a pris des briques de cette prison et les briques font partie de la salle du tribunal. C'est pas ces beaux panneaux de bois, ce sont des briques qui ont été placées là et c'est vraiment quelque chose qui est là pour quelque chose qui va garantir la justice. Il y a des merveilleuses œuvres d'art, des tapisseries et ils ont dit, Albie, on va pas vous permettre de mettre Malitamar dans la chambre de la cour, mais vous pouvez le faire ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très accueillant. Je ne crois pas qu'il y ait une autre cour dans le monde, une autre salle du tribunal où les gens peuvent entrer avec leurs t-shirts et habillés de façon décontrastée. Donc, le bâtiment même est devenu un projet. Alors, je serai ici, peut-être que je me sentais mal à l'aise. Il y a un ruban de verre dans le mur et on peut voir les gens qui passent dans la rue. C'est les architectes qui ont trouvé cette idée. On vit dans un monde réel, on n'est pas dans une tour d'ivoire. Donc, ce sont des réponses directes à la question que vous m'avez posée. Et ce que je peux vous dire, c'est que cet sentiment de dignité humaine, d'humanité, dans un pays où l'humanité et la dignité ont été niées par la loi, par l'État, de façon consciente, c'est vraiment un élément central de notre projet. Autrement, ce sont que des règles. Et dans notre tribunal, bon, je vais terminer avec ceci. Me voici avec un bras seulement. Et là-bas, il y a Zakia Corbu qui est aveugle et là, il y a Edwin Cameron qui vit avec le VIH. Et j'ai dit, oui, c'est tout à fait correct que le tribunal même, ou la cour devrait représenter la diversité de la nation. Alors, on a toutes ces langues, il y a le Zulu, Setswana, en anglais, tous ces éléments de la présence des personnalités, du style de travailler, du contact, font partie de l'humanisation de notre pays qui avait été si déshumanisé. Stephen, alors, vous et moi, on a parlé de la Cour suprême au Canada qui aura à traiter environ 150 affaires qui doivent se frayer un chemin à travers le système. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle, en fait, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à la Cour suprême américaine? Est-ce que vous pouvez suggérer un cadre ou une démarche? Dernièrement, ce matin, il y a eu une autre décision de la Cour suprême américaine quant à Deo Garcia. Oui, le cadre fondamental, c'est ce que Albie vient de mentionner, qu'on revienne au devoir d'appuyer la Constitution. Il y a une qualité presque éternelle pour maintenir la Constitution quand les juges réfléchissent quant à leur rôle. Ils ne sont pas des acteurs politiques, ils ne sont pas des auteurs de lois
ou des gens qui s'occupent de l'application de la loi, mais c'est presque une tâche sacrée, un devoir sacré de maintenir ces principes profonds qui ne sont pas seulement des principes d'une constitution exprimée, mais qui ont émergé de pratiques qui ont eu lieu pendant des générations et des générations où existait la primauté du droit. C'est donc implicite dans notre constitution et pas exprimé de façon si explicite que chez les Américains. Donc j'encouragerais le juge en chef de tenir ferme quant au rôle indépendant de cette Cour et son devoir sacré de maintenir les principes de la Constitution. Bien sûr, il y a des débats quant à ce que ça signifie exactement, mais ce dont on ne peut pas débattre, c'est d'ignorer l'histoire et de chercher à complètement recréer à la lumière seulement des circonstances du moment. Merci. Je vais poser encore une autre question à Albie, qui vous intéressait, Stephen, et obtenir votre réponse. Alors, Albie, la dignité est un élément fondamental de la Charte des droits africaine. On parle de 4 sections. Vous avez dit que la Constitution exige que le tribunal adopte une approche qui n'est ni purement libertaire, ni simplement communautaire, mais plutôt concernant la dignité. Vous dites aussi que l'universalisme doit être distingué de la mondialisation et que des principes internationaux émergent la distillation de la quête universelle de la dignité humaine. Est-ce que vous pouvez parler de cela, la dignité de la Constitution et donc l'égalité qu'on recherche au Canada, la dignité qui fait partie de l'égalité. Alors j'étais à New York, j'avais une bourse de la Fondation Ford et j'étais là pour écrire. Alors, il y avait des débats à l'époque, je ne me rappelle plus du mot exact. Donc, les libertaires et les communautaires et j'étais d'accord avec la critique d'un groupe au sujet de l'autre, dans les deux sens. Et je ne suis pas normalement quelqu'un de centriste. Quand je suis arrivée au Canada, je me demandais pourquoi est-ce que le poulet canadien a traversé la rue, et la réponse c'est pour arriver au centre, au milieu de la rue. Mais maintenant, je suis un peu dans cette situation centriste, un peu mal à l'aise, mais aussi joyeux, que cette démarche axée sur la dignité accepte que nous sommes chacun une personne qui a droit à exprimer sa propre personnalité et à mener sa vie à sa propre façon. Et j'ai lutté très fort pour pouvoir le faire moi-même. Mais en même temps, on vit dans des familles, des quartiers, des communautés, dans des pays. Et ça aussi, ce sont des éléments très, très importants de nos vies. Et en Afrique, on sert de l'expression Ubuntu. Je suis une personne parce que vous êtes une personne. Je ne peux pas dissocier mon humanité de reconnaître votre humanité. Et j'enrichis mon humanité en vous reconnaissant. Vous n'êtes pas l'ennemi, on n'est pas des atomes qui se frappent les uns contre les autres. On est des personnes qui vivent dans des communautés. Donc pour moi, le principe de la dignité concrétisait les forces du communautarianisme, mais aussi des éléments libertariens. Il faut interpréter la Charte des droits pour intégrer la dignité et la liberté. C'est pas la liberté qui vient en premier. Les riches peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On ne dit pas qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour démolir le monde, même l'univers. On a besoin de la dignité en tant que premier facteur. Et c'était parce que c'est vraiment au cœur de la colonisation, de l'esclavagisme. On ne peut pas arriver à une égalité
ou à la liberté si on ne s'attaque pas aux torts qui ont été faits aux êtres humains. Et ça doit aussi s'appliquer aux personnes qui aiment les gens du même genre, ou des droits pour aux femmes qui avaient droit à tout, à avoir des voitures, des maris, des amants, mais qui étaient traités comme des jeunes envers qui on doit user de courtoisie parce qu'elles sont si faibles, que cette quête de dignité devait atteindre tous les secteurs de la société et devait vraiment s'intégrer au processus constitutionnel, non seulement pas seulement avec l'élément de prévenir les abus, mais pour offrir une texture, une qualité aux êtres humains. Et donc j'ai adoré cela. Et on a dû écrire sur les murs de la cour. L'architecte ne voulait pas les lettres qu'on utilise normalement pour écrire d'origine romaine. Donc ils ont demandé à un juge d'écrire des mots. Donc il a dit dignité, qualité, égalité, liberté. 11 juges, 11 langues. On a chacun écrit cela dans une langue différente. Et j'espérais que mon écriture s'améliorerait parce que je n'avais pas une bonne graphie. Maintenant, je dois écrire avec ma main gauche. Oui, très, très grand, très, très grandes lettres. Alors, mon écriture ne s'est pas améliorée. Je ne peux pas dire que mes mots sont écrits sur le béton. Steven, pour cette question de la dignité en tant que principe constitutionnel, je vais rebondir sur une phrase utilisée par mon collègue. Lorsque vous pensez à la Constitution, ce n'est pas seulement un outil pour contrer les abus. Le terme constitutionnel signifie gérer la société, créer des structures, créer des institutions, les défendre. Cette question de dignité joue un rôle central. La Cour a la capacité extraordinaire d'évaluer les complexités de la situation. Souvent, c'est très difficile de le faire dans la sphère politique parce que souvent, il faut avoir une position binaire. On espère que les cours pourront exprimer les choses de façon simple. Les cours ont une capacité fondamentale à étudier des relations beaucoup plus complexes. Vous avez parlé de la dignité, vous avez dit qu'il y a un élément relationnel, c'est essentiel. Si la Cour veut créer, défendre, soutenir les institutions qui permettent à la société de fonctionner, c'est par le biais du renforcement des relations et de l'importance de la dignité. Voilà une question qui nous vient du parquet. Vous avez tous les deux parlé du rôle du pouvoir judiciaire pour renforcer ou miser la légitimité de la Cour et de l'état de droit. Mais ces réactions ne peuvent pas être contrôlées par la Cour. Est-ce que la Cour suprême peut faire quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur de leur jugement pour encourager le renforcement de l'état de droit? Voulez-vous que je commence? Bon, écoutez, voici ce que la Cour peut faire en matière de fonction pour assurer que la Cour n'est pas perçue comme étant en faisant des gestes inadmissibles. Il y a des mécanismes de jugement et des mécanismes de sensibilité institutionnelle qui doivent être présentés dans une cour. Comme ça ne générera pas une antipathie et un sentiment de illégitimité. Mais j'aimerais parler des périodes de crise, si vous permettez.
Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais en Pologne, il y avait un gouvernement de droite, le gouvernement qui s'appelait Paix et Justice. Le gouvernement s'en prenait au pouvoir judiciaire et ces attaques se sont envenimées. Ces attaques étaient sur le plan politique et sur le plan législatif et c'était remarquable ce qui s'est passé. La Cour et les dirigeants de la Cour suprême ont utilisé leurs mécanismes naturels dont je viens de parler, faire preuve de discipline. Ils voulaient se tourner vers la Cour européenne. À la toute fin, ils ont décidé de ne pas recourir à la Cour européenne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la toute fin? Ils sont descendus dans les rues. Ce n'est pas une recommandation que je mettrai de l'avant, mais parfois, en temps de crise, les cours doivent défendre l'état de droit. Il est important de dire que la Cour n'a jamais tendu le bras à l'opposition. Ça ne s'est pas produit. Au lieu de cela, ils sont allés dans les écoles, ils sont allés dans les concerts, ils ont tout fait pour essayer de comprendre, essayer d'expliquer pourquoi l'état de droit est aussi importante. Ils ont rejoint les communautés. C'était la première chose qu'ils ont fait. Ensuite, il y avait un mouvement qui s'appelait la marche des 1000 robes. 30 000 avocats et juges, y compris des personnes venant d'autres pays européens, ont descendu dans la rue pour défendre l'état de droit. Et surprenamment, cela fonctionnait. Le gouvernement a commencé à s'inquiéter et heureusement, ils ont perdu les prochaines élections. Mais durant cette période de crise, les juges ont défendu l'état de droit, la primauté de droit. Et les juges avaient peur, ils ont exprimé leur anxiété. Et les juges étaient dans une position très très délicate. Parfois, il faut être plus ferme. Et deuxièmement, lorsqu'on se serre les coudes, lorsqu'on fait preuve de solidarité dans ces périodes de crise et ne pas dépendre d'une personne pour pouvoir monter au créneau, ça c'est très important. Il serait très intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis. On ne sait pas si cette solidarité au sein du pouvoir judiciaire pourra s'exprimer. Dans le système universitaire, ça fait défaut. Ça a été tout un échec de façon surprenante. C'est choquant. Mais on ne sait pas si le système judiciaire pourra s'exprimer, faire preuve de solidarité. Ça, c'est une question très importante auquel il faudra répondre. Voulez-vous intervenir ou voulez-vous que je vous pose une autre question? Une autre question, s'il vous plaît. Cela vient d'une question d'une de vos amies. Rosie a exprimé des préoccupations quant à le commentaire portant sur l'état de droit en omettant la liberté d'expression comme un droit qui est bafoué. Cette préoccupation, l'état de droit procédural ne suffit pas. C'est un fondement insuffisant comme pierre angulaire à la démocratie. Il n'y a pas assez pour maintenir l'état de droit. En ce sens, tout ce que j'ai dit portait là-dessus. L'état de droit en tant que procédure pour avoir une justification juridique, une instance ne suffit pas. Ça peut devenir malin. Me viennent à l'esprit des collègues qui étaient des juges sous le régime de l'apartheid.
Et on aimait avoir des juges décents dans un système injuste. Il y avait une discussion entre deux professeurs qui disaient que les juges doivent démissionner. C'est comme si on voulait légitimer un système injuste. On voulait avoir des juges décents parce qu'il y aurait moins de peines de mort, moins de torture. Et on voulait bâtir là-dessus. Tout ce que j'ai dit va au-delà de la procédure. Pour appuyer sur ce que Stephen dit, parfois lorsque l'état de droit est menacé, il ne faut pas juste avoir des recommandations. Il faut défendre les droits fondamentaux. Les Américains doivent être sous le choc par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Ces attaques ciblent des groupes vulnérables. On abuse la procédure raisonnable. On cible des personnes vulnérables. Nous, on défend, ils disent qu'on défend l'état de droit en les rejetant. Comme nous l'avons dit dans notre cours, c'est ces gens-là qui s'opposent à vos gestes. Vous pouvez les qualifier de terroristes, mais on a besoin de l'état de droit pour se distinguer des gens qui essaient de miner le système démocratique. Nous avons rendu différents arrêts. On a invalidé différentes lois qui s'en prenaient à la résistance. Il faut absolument mettre l'accent sur l'état de droit. Il y avait des mercenaires qui s'en allaient en Guinée équatoriale pour tuer le président. Ils ont été appréhendés au Zimbabwe. La famille est arrivée à la cour pour défendre l'état de droit. Je me rappelle, j'ai dit à l'avocat, vous allez dans la tanière et là vous remarquez qu'il y a un tigre. Il ne faut pas imposer de torture, il ne faut pas imposer la peine de mort, il faut défendre l'état de droit. Les groupes qui ne peuvent pas bénéficier de l'état de droit, on veut savoir si les États vont monter au créneau pour dire que si on veut avoir une certaine cohérence, si on veut mettre l'accent sur des droits fondamentaux, il s'agit de droits fondamentaux parce que parfois c'est difficile de défendre les droits fondamentaux. Ça c'est le vrai test. Et j'étais fier qu'on a pu parler des plus vulnérables. Si l'état de droit protège seulement les plus nantis, eh bien, on ne pourra pas défendre les moins nantis ou les plus vulnérables. On ne pourra pas défendre différents groupes de la société. Stephen. Je suis partiellement d'accord avec Rosie. Nous avons ces discussions à maintes reprises. C'est un débat qui va au cœur de la discussion. On ne sait pas si l'état de droit procédural est assez puissant pour défendre l'intégrité d'un système juridique. Je suis partiellement d'accord avec Rosie. Pourquoi? Ce que j'ai dit, c'était que l'état de droit n'est pas la réponse à toute question.
mais c'est une base fondamentale sur laquelle tous les droits et libertés peuvent être construits par le biais d'un processus politique ou par un processus de légitimité qui ne compte pas seulement sur l'état de droit, mais qui compte sur des notions comme la dignité, égalité, qui n'est pas fondamentalement l'état de droit. Mais pourquoi cet élément procédural est si important? Dans ce débat Fort Hall, il y avait un moment où Ron Fuller a parlé de la différence entre des attaques à l'endroit de personnes avec une poignée et avec les coudes. Les attaques avec les poings, c'est ce qu'on voit tout le temps. Vous savez que vous êtes attaqué. Mais si vous êtes sur un banc et que quelqu'un commence à vous frapper du coude, eh bien, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous tombez de votre siège. L'argument de Fuller, c'est que les protections procédurales, s'ils sont ancrées dans le système juridique, il sera très difficile pour le régime autoritaire de se servir des coudes parce qu'il y aura des limites dans le processus décisionnel. Par exemple, vous ne pouvez pas tout simplement dire « je peux faire ce que je veux » si je déclare la sécurité nationale, parce que c'est des procédures qui vous empêchent de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, il est très difficile de vous servir des coudes. C'est pour ça que des régimes autoritaires essayent de contourner ou d'invalider des protections procédurales, parce qu'ils se servent des arguments pour leur donner une protection. Mais ça n'implique pas des principes fondamentaux de la démocratie. Il y a d'autres principes pour mettre de l'avant ces droits. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, je dis qu'ils sont ancrés dans des processus institutionnels qui n'est pas seulement une indication de l'état de droit. Donc, il nous reste... donc, chacun de ces participants voulait parler d'une chose qui était importante pour eux dans le courant de leur carrière légale. Ma troisième question ici du public traite des droits autochtones et les mouvements de résistance autochtone ainsi que leur importance. L'importance de la redistribution du territoire du côté en ce qui a trait à la réconciliation au Canada. Et je sais que, Albie, dans nos conversations, vous aviez pensé que vous pourriez peut-être aborder les enjeux autochtones. Donc ça sera la première chose que je vais dire pour vous permettre de parler de ce qui était important pour vous à cet égard. Merci. On m'a critiqué pour arriver à la Cour parce qu'on disait que je n'aurais jamais une opinion dissidente parce que j'étais toujours là pour le gouvernement. Mais non, je veux être dissident quant à cette question. Je ne peux pas partir sans remercier ou aller plus loin que remercier les juges et la Cour suprême. On a commencé avec une page vierge. On n'avait pas de précédent en Afrique du Sud. Il fallait commencer et on voulait on voulait respecter la Constitution qui exigeait qu'on examine le droit, la loi dans les autres pays pour nous inspirer. Et le consulat à Johannesburg nous a donné des décisions de la Cour suprême américaine. Les Canadiens, je ne sais pas qui est arrivé là en premier, nous a donné les décisions de la Cour suprême du Canada et Peter Bogg. On a eu des belles phrases de Hogg du système américain, mais des phrases beaucoup plus belles de l'expert canadien. Donc on a examiné la situation et c'était vraiment approprié pour le peuple canadien en 1982 de rapatrier la Constitution avec une charte des droits et pour
ce qui a ajouté 10 ans de jurisprudence pour la nouvelle Cour de l'Afrique du Sud. Merci au juge. J'ai rencontré le juge en chef Dixon avant d'être juge et j'ai posé une question un peu bête. Quel conseil est-ce que vous donnerez à un nouveau tribunal, une nouvelle cour? Et il a dit, vous avez besoin d'avoir une bonne expertise juridique. Alors on a appris de la Cour canadienne de la proportionnalité, ce que ça signifie d'être canadien, mais c'est aussi la façon de raconter l'histoire, la façon d'intervenir, là où on met l'emphase. Il y avait cette cause de la sécession au Québec. Comment est-ce qu'on pourra traiter de cela? Les juges ont trouvé moyen de composer, même avec la question de mariage entre partenaires du même sexe. Ce n'était pas une guerre. On disait les provinces ont le droit de composer avec cela. Il n'y a rien qui nous dit qu'on doit leur imposer. Les lois quant au Manitoba, qu'est-ce qu'on fait quand toutes nos lois sont jugées inconstitutionnelles? C'est de trouver des façons d'intégrer des choses. Quand on peut dire le Parlement doit faire toutes sortes de choses à cause de changements clairs. On a aussi créé des liens personnels, des amitiés, et on a eu intéressante d'une opinion dissidente. J'étais à une conférence à Halifax et le professeur Dean Smith a décrit les divisions à la Cour suprême du Canada quant à l'égalité. C'était 3, 2, 2, 1. Et clairement, le 1, c'était Ludumé. Et nous, on devait commencer à partir de zéro. L'égalité est tellement importante pour l'Afrique du Sud. On n'a rien obtenu de ce qu'on nous a donné aux États-Unis. En Inde, il y avait la passion et tout ça, mais la doctrine n'était pas là. Et Hubert a, oui, trouvé juste la dignité humaine. Ce n'était pas des classifications formelles. Et c'est devenu le fondement pour notre façon de percevoir la dignité humaine. Et ça a eu une conséquence inattendue à l'époque. Toutes les lois sont différentes. La classification, le classement, traiter les façons différentes, c'est vraiment à la racine de loi, de droit. Alors c'est quand les gens traitent les façons différentes qui a des conséquences pour leur dignité en tant qu'être humain. C'est là que la protection de l'égalité doit venir entrer en jeu. Donc, d'avoir une loi qui donne un objectif rationnel. C'est tout ce qui est nécessaire dans des cas où on traite les façons de façon différente. C'était à un moment donné où le gouvernement voulait nommer le directeur des poursuites publiques. Il voulait nommer quelqu'un qui avait été, qu'on avait démontré être un menteur. Et le tribunal a inventé le caractère rationnel en tant que critère. Et maintenant, on va utiliser cet argument dans tous les cas. Quand on est en train de perdre, c'est ce qu'on va invoquer. Et c'est provenu de Clark, qui était une amie personnelle exceptionnelle. Et elle m'a pas demandé de faire du travail pour le Conseil national de la magistrature, mais elle me l'a commandé. Alors, on a allé apprendre des enjeux liés au genre, on est allé au Sri Lanka ensemble, une personne merveilleuse québécoise avec un dynamisme très spécial. Et j'ai rencontré toutes sortes de merveilleuses. L'ancien juge en chef est devenu une amie. On s'est rencontrés à Victoria Falls à une conférence. Et c'est cet ensemble du caractère sérieux, sans lourdeur, cette ouverture, surtout la cour pendant Dixon Wilson, qui a établi une matrice dont on s'est servi et on y a imbué, on l'a teinté de qualité sud-africaine. Donc c'est une question de solidarité. Ce n'est pas les travailleurs du monde de s'unissent, mais les juges du monde
sont unis. Et je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. À vous, Stephen. J'ai eu le grand honneur de présider le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires aux Nations Unies. C'est quand Louise Arbour était la haut-commissaire pour les droits de la personne. Et cette organisation-là est un petit groupe. C'est une procédure spéciale du système des droits de la personne onusien. Et l'objectif, c'était d'essayer de déterminer ce qui était arrivé aux gens qui avaient disparu partout au monde. C'était quelque chose qui était le fruit de ce qui s'était passé en Amérique latine, mais partout au monde, il y a des gens qui sont appréhendés, qui disparaissent dans des vingtaines de pays. Et un des moments extraordinaires pour moi, c'est un voyage au Népal. Vous venez de parler du Népal. Le groupe de travail avait été invité par le gouvernement du Népal pour venir leur parler de comment traiter de ces situations. Et on a eu la possibilité d'aller chercher les gens dans les prisons du Népal. Et je dois vous dire que c'était assez impressionnant. Vous pouvez vous imaginer les conditions. Mais le moment que je veux décrire, c'était une expérience extraordinaire. Les gens de l'ONU nous ont amenés à rencontrer de façon clandestine les mères des personnes qui avaient été appréhendées et qui avaient disparu. Donc, c'était des mères dont les fils avaient travaillé dans la résistance marxiste. Il y avait aussi certaines de leurs filles qui étaient là. Et les fils avaient disparu pendant de longues périodes de temps. Et donc, j'ai rencontré une mère en particulier qui est venue me voir. Elle a pris mes mains entre les siennes, elle a regardé dans mes yeux et par le biais d'un interprète, elle m'avait dit que son fils avait disparu 10 ans auparavant. Elle m'a parlé un peu des circonstances et elle m'a dit qu'elle avait tout essayé dans le contexte politique du Népal pour chercher à le trouver. Elle était une femme de très petite taille, elle me regardait dans les yeux d'en bas. Elle a dit, aidez-moi, vous êtes mon Dieu. J'ai été abasourdie. Je me demandais, comment répondre à cette douleur si intense. Alors, bon, j'ai dit quelque chose comme, oui, on ferait tout notre possible, on sait savoir des mécanismes, j'allais parler au gouvernement, etc., etc. Mais, pour moi, ça a été révélateur quant à ce qui était possible et ce qui n'était pas possible. Ce qui était possible, et là je vais revenir, c'est que les processus et les procédures qui avaient été créés par le système, qui est imparfait, permettaient qu'on ait cette conversation, me permettaient d'avoir l'accès à des discussions avec les gens au gouvernement, nous a permis d'aller visiter des prisons. Et en fait, on a trouvé des personnes qui avaient disparu dans des prisons, pas le fils de cette femme, mais on a trouvé ces personnes. Mais d'un autre côté, est-ce que ce système juridique et les processus pourraient créer l'équité, l'égalité, la justice? Non. Mais ça pouvait ouvrir des voies qui pourraient, à un moment donné, amener à ces éléments positifs pour la société. Donc c'était vraiment un moment de crise pour moi, parce que je me rendais compte des limites de ce à quoi j'avais travaillé pour la plus grande partie de ma vie, mais ça avait souligné le fait qu'on doit continuer à lutter dans le système. Il y a des moyens pour pouvoir poser les questions et aborder les questions, les enjeux qu'on soulève. Comme vous avez décrit avec la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, saisir le moment qu'on vous offre ou qui vous est offert dans des moments de grande urgence, d'anxiété élevée, et trouver les mécanismes qui sont à votre disposition, où vous vous trouvez,
pour chercher à réaffirmer l'importance de la primauté du droit, de l'état de droit et des processus et procédures qui vont protéger les gens. Ça, c'est le grand cadeau qui nous est offert en tant que membre de ce merveilleux groupe de personnes qui ont reçu cette formation en droit. Un grand merci.